Avec cette nouvelle astuce VBA Access, nous allons découvrir comment débusquer la table hébergeant un champ cherché par son nom. Lorsqu'un code VBA sait quel champ il doit engager dans une requête SQL pour récupérer ces informations, mais qu'il ne connaît pas la table qu'il abrite, cette technique est donc essentielle. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur saisit le nom d'un champ cherché dans une zone de texte en haut du formulaire, comme ici par exemple refdet pour référence détail, donc refdet et non pas refdet. Puis il clique sur le bouton intitulé Trouver. Constatez-le aussitôt dans la grande zone du dessous, les tables qui abritent ce champ sont énumérées les unes sous les autres. Dans cet exemple, elles ne sont que deux, détail commande et détail temp. Pour la découverte de cette astuce, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une base de données abritant plusieurs tables, hébergeant elle-même un certain nombre de champs. Et bien sûr, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Sur le formulaire, nous trouvons bien la zone de saisie pour le champ de recherche, la zone de texte pour restituer le ou les résultats, et le bouton pour lancer le processus. Pour commencer, nous devons associer une procédure événementielle capable de se déclencher au clic sur ce bouton de formulaire. Pour cela, à gauche du ruban Accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton Affichage. Dans les propositions, à choisir le mode Création. Sur le formulaire en conception, à cliquer sur le bouton Trouver pour le sélectionner. Dès lors, il s'agit d'activer l'onglet Événements de sa feuille de propriété de manière à pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Et c'est ainsi que, dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons choisir le générateur de code que nous validons par le bouton OK pour basculer dans l'éditeur VBA Access, plus précisément entre les bornes de la procédure événementielle Trouver clic. Son code se déclenchera donc au clic sur ce bouton. Pour trouver la table du champ cherché, nous avons besoin d'un objet pour piloter bien sûr la base de données en cours, mais aussi de deux autres pour piloter respectivement les tables et les champs de cette base. C'est ainsi donc dans les bornes de cette procédure que nous débutons, mot-clé dim, la déclaration de ces variables, en l'occurrence avec un premier objet que nous nommons base et que nous typons comme un database, c'est-à-dire comme un objet de base de données. Puis nous enchaînons avec un autre objet que nous nommons champ et que nous typons comme un field, c'est-à-dire à ce stade un objet représentant grossièrement un champ de table de cette base de données. Bien sûr, nous allons parcourir les tables de cette base, donc nous déclarons un troisième objet que nous nommons table et que nous typons comme un table def, c'est-à-dire un objet représentant pour l'instant une table de cette base au sens large. Enfin, nous avons besoin d'une vraie variable cette fois, c'est-à-dire non pas d'un objet, mais d'une variable pouvant stocker une information textuelle que nous typons donc comme un string, c'est-à-dire comme un texte, pour pouvoir récupérer l'information sur le nom du champ tapé par l'utilisateur dans la zone de texte située en haut du formulaire. Dès lors, nous pouvons procéder à l'initialisation de certaines variables en commençant par la plus importante, c'est-à-dire la variable de base de données, que nous allons faire pointer sur la base de données en cours grâce, comme vous le savez, à la fonction VBA Access CurrentDB. C'est ainsi que notre objet base hérite des propriétés et méthodes pour piloter cette base. Ensuite, dans la variable le champ, nous devons récupérer l'information sur le nom du champ cherché par l'utilisateur qui est inscrite, sachez-le, dans cette zone de texte qui est nommée nom-champ. Vous pouvez le vérifier en revenant sur le formulaire et en activant sa feuille de propriété. D'ailleurs, lorsque nous tapons le point, IntelliSense se déclenche pour proposer ses propriétés et méthodes, .value, pour récupérer son contenu. Puis, dans la grande zone de texte du formulaire enrichi, là où nous allons restituer les informations sur les noms des tables qui hébergent le nom du champ tapé, nous souhaitons amorcer l'indication pour fournir les indications à l'utilisateur là où les tables, par exemple, c'est une suggestion qui héberge ce champ, le nom du champ tapé, le champ se nomme, pourquoi pas, donc ce sont on va dire le titre d'accueil qui va permettre
Alors le champ, ce qui serait intéressant après cette indication, ce serait de pouvoir effectivement fournir le nom de ce champ. Donc nous brisons la chaîne statique entre guillemets pour pouvoir la concaténer et commerciale avec une partie dynamique pour fournir le nom de ce champ qui désormais est stocké dans la variable le champ. Et puis nous allons maintenant créer un saut de ligne car nous sommes dans une zone de texte enrichie de manière à pouvoir énumérer les noms de ces tables un petit peu plus bas dans cette zone de texte. Il serait intéressant, je suis en train d'y penser, de formater ce nom de champ en gras pour qu'il sorte bien. Nous l'avons dit, nous sommes dans une zone de texte enrichie. Donc, ce sont les balises HTML qui sont de vigueur pour pouvoir réaliser ces petites subtilités de mise en forme, et en l'occurrence, le style gras peut être réalisé en encadrant une information textuelle, comme ici le nom du champ, par les balises strong ouvrante et strong fermante. Pour trouver le champ dans l'une des tables, nous devons parcourir ces dernières à l'aide d'une boucle for each. Pour cela, nous devons engager notre objet table, que nous avons ainsi déclaré, celui-là même, sur la collection des tables de la base de données en cours. Ce que nous faisons à la suite du code, donc en engageant effectivement une boucle for each sur notre objet table, in, dans la collection des tables de la base en cours, notre objet base a effectivement hérité des propriétés et méthodes qui permettent de piloter cette base de données grâce à la fonction currentDB, et donc, comme vous le constatez avec IntelliSense, elle propose la propriété TableDefs qui représente la collection des tables de cette base. Tout de suite, bien sûr, nous pensons à bien border notre boucle for each next table. Dans cette première boucle, nous devons en imbriquer une seconde. Son rôle, et pour chaque table, est de parcourir chaque champ à la recherche de correspondance avec le nom de champ inscrit sur le formulaire et désormais hébergé par la variable le champ. Donc à l'intérieur de la première boucle, nous engageons une seconde boucle for each, cette fois-ci sur notre variable qui est nommée champ, dans in la collection des champs de la table en cours d'analyse par notre première boucle. Et comme vous le constatez, effectivement, désormais notre objet table, qui a hérité implicitement des propriétés et méthodes pour piloter les tables de cette base, propose une quantité de possibilités, de méthodes et de propriétés, donc, dont la propriété fields, qui représente la collection des champs pour chaque table ainsi passée en revue par la première boucle. Là encore, bien sûr, et par mesure de sécurité, nous pensons à tout de suite borner notre seconde boucle for each next champ. À chaque passage dans cette seconde boucle, nous devons confronter le nom du champ en cours d'analyse avec celui inscrit sur le formulaire, le champ. S'ils coïncident, nous devons restituer le nom de la table qui l'héberge. En cours d'analyse, je vous le rappelle, par la première boucle ici. Nous avons donc besoin d'enclencher une instruction conditionnelle pour effectuer cette vérification. Donc, dans la boucle imbriquée, nous engageons cette instruction conditionnelle pour vérifier si le nom du champ en cours d'analyse, dans cette table en cours d'analyse, propriété name de notre objet champ, correspond au nom du champ inscrit par l'utilisateur sur le formulaire, désormais mémorisé par notre variable, le champ. Si ce test est concluant, then, tout de suite, nous pensons à bien borner notre instruction conditionnelle, nous devons restituer le nom de la table parent. Pour cela, nous devons concaténer ce résultat avec les potentiels précédents résultats qui ont pu être trouvés, car un nom de champ peut très bien être répété d'une table à une autre, à plus forte raison s'il s'agit d'une clé primaire liée à une clé externe. Résultat.value égale résultat.value, c'est-à-dire que nous récupérons les résultats précédents, que nous concaténons et commercial. Là, nous allons ajouter un petit tiret avec le nom de la table parent hébergeant ce champ, donc propriété de name de notre objet table,
Et là, nous allons tout simplement ajouter un saut de ligne grâce à une balise HTML BR, comme vous le savez, puisque nous sommes dans une zone de texte enrichie pour pouvoir repousser les informations suivantes en dessous. Avant de tester le code, nous devons détruire les objets pour libérer la mémoire de l'ordinateur. C'est un classique désormais. C'est la raison pour laquelle nous allons nous positionner après la première boucle, c'est-à-dire à la toute fin du code, pour appeler la méthode close dans un premier temps de notre objet base, et ensuite nous réinitialisons nos objets grâce au mot-clé set, en commençant par l'objet parent, pourquoi pas, que nous réinitialisons à nothing, qui, comme vous le savez, permet de détruire cet objet et ainsi de le sortir de la mémoire, et nous allons faire de même pour notre objet table, mais aussi pour notre objet champ. Je vous propose pour tester ce code donc d'enregistrer les modifications, de basculer sur le formulaire, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, de taper un nom de champ cherché dans la zone de saisie du dessous, comme pourquoi pas désignation sans accent. Il s'agit bien d'un nom de champ existant dans au moins l'une de ces tables et de cliquer sur le bouton Trouver. Et comme vous pouvez l'apprécier, aussitôt d'ailleurs, deux tables ressortent. Il aurait été opportun d'ajouter un espace après le tiret. Bon, il s'agit d'une petite adaptation très simple à apporter dans le code. Si vous ouvrez ces tables, en commençant par la première, la table catalogue, vous constatez qu'elle porte effectivement un champ se nommant désignation. Et si vous ouvrez la seconde, vous constatez qu'elle porte ou qu'elle offre également un champ se nommant désignation. Nous avons donc donné la solution pour trouver les tables en fonction d'un nom de champ cherché. J'espère que cette nouvelle astuce VBA Access vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez trouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.